Bonjour à tous, c'est Nathan du blog Investir pour réussir. On se retrouve aujourd'hui dans une nouvelle vidéo où je vais vous montrer comment investir dans la ville de Bordeaux. Alors pour moi, qu'est-ce qu'un investissement rentable? Tout d'abord, c'est un projet immobilier dans lequel on emprunte la totalité à la banque. On parle d'un prêt à 110%. Ça comprend le coût d'achat forcément, les frais de notaire et les coûts des travaux. On a donc une mensualité à rembourser tous les mois à la banque. Cette mensualité doit être payée entièrement par le ou les loyers des locataires. Ces loyers doivent payer aussi les charges d'exploitation comme la taxe foncière, les charges de copropriété, l'assurance propriétaire non occupant, mais aussi les frais d'agence, une vacance locative et les futures réparations dans votre logement. L'objectif minimum, c'est d'atteindre l'autofinancement, c'est-à-dire avoir des revenus égaux aux dépenses. Et les meilleurs investisseurs arriveront à avoir des revenus supérieurs aux dépenses et ainsi gagner de l'argent tous les mois. C'est ce qu'on appelle avoir un cash flow positif. Et ça va être l'objectif de cette vidéo. Emprunter en mettant 0 € d'apport et gagner de l'argent tous les mois, avoir un cash flow positif. Pour la ville de Bordeaux, j'ai identifié 6 étapes qu'on va survoler rapidement. Première étape, ça va être la prise d'information, une étude un petit peu du marché de la ville de Bordeaux. Après, ça sera une estimation des prix de location pratiqués pour savoir à combien on va pouvoir louer notre investissement. Ensuite, ça sera la sélection d'un bien actuellement à vendre sur le marché immobilier de Bordeaux. Donc, c'est une étude réelle avec des cas concrets. Ensuite, on utilisera un indicateur pour savoir si rapidement le bien sélectionné est intéressant, si le potentiel est là. Si le potentiel est là, on va continuer à l'étape suivante en calculant les mensualités du crédit pour voir si on arrive tout de suite à l'autofinancement, un cash flow positif ou malheureusement un cash flow négatif quand l'opération n'est pas bonne. Et la dernière étape, sûrement la plus importante à mon sens, c'est l'utilisation de mon propre calculateur de rentabilité. On va regrouper tous les chiffres, être beaucoup plus précis dans nos calculs et faire différents scénarios pour trouver par exemple le prix d'achat maximum pour avoir un bien rentable. Ça peut être aussi voir différents scénarios, comme je le disais, sur un loyer, estimation basse, estimation haute, des charges aussi et jouer sur la durée du prêt pour voir quelle est la durée la plus intéressante pour nous. Allez, on part tout de suite pour la première étape et la prise d'information sur la ville de Bordeaux. Alors tout d'abord, Bordeaux c'est la 9e ville de France en termes de population. On est donc dans le top 10 des plus grandes villes de France. Autant vous dire qu'il n'y aura pas de problème pour trouver un marché locatif. J'ai envie de vous dire que tous les types de locations vont être possibles à Bordeaux parce qu'il y aura un marché. Donc j'ai l'habitude dans toutes les villes de France de passer point par point, mais pour Bordeaux je vais pas aller dans les détails parce que je sais qu'il y a un marché, on est dans une des plus grandes villes de France, en pleine expansion en plus, très attirante, très attrayante aussi. Donc je vais survoler les points. Alors d'habitude, j'ai l'habitude de regarder aussi le nombre d'habitants. Donc on va vérifier le nombre d'habitants dans la ville de Bordeaux. Pour ça, vous pouvez aller aussi sur la page Wikipédia. Je vous conseille d'ailleurs de lire la page Wikipédia, même si vous êtes bordelais, parce qu'on apprend énormément de choses en peu de temps. Ça peut être sur l'économie, le bassin d'emploi, bassin de population, les revenus moyens des personnes qui habitent à Bordeaux. Voilà. Donc, c'est une ville de 250 000 habitants avec une population aire urbaine de plus de 1 200 000 personnes. Vraiment la grande ville de la région Nouvelle-Aquitaine. Pour ceux qui ne savent pas placer la ville de Bordeaux sur la carte de France, on va regarder ça tout de suite. Moi, malheureusement, je n'ai pas eu la chance de visiter cette ville. Cependant, même si
j'ai pas pu visiter cette ville, il y a des éléments qui sont toujours les mêmes de toute façon entre toutes les villes. Donc si vous aussi vous êtes débutant sur Bordeaux, que vous ne connaissez pas la ville ni la métropole bordelaise, eh ben, c'est l'occasion de regarder ensemble tous les éléments importants. Donc rapidement, Bordeaux, ça se trouve là. C'est traversé par la Garonne. Voilà. Donc, j'ai l'habitude de regarder les universités pour en fait, savoir le nombre d'étudiants. Parce que les étudiants sont très intéressants comme locataires, parce que ce sont les parents qui payent, tout simplement. Donc, vous avez un risque d'impayé pratiquement nul. Hein. Le risque d'impayé n'a vraiment rien à voir par rapport à une famille avec 3 enfants et un étudiant. En plus, ils ont une situation simple et ils ne vont pas vous chercher à vous embêter. Ils ne vont pas chercher à repeindre leur chambre. Voilà, ils savent qu'ils sont là pour 2, 3, 5 ans max. Et après, ils partent. Donc, vraiment, aucun problème avec les étudiants. Vous pouvez cibler ce type de personnes, il me semble. Ceux qui seraient plutôt intéressés pour la location courte durée saisonnière. Vous pouvez regarder les hôtels dans un quartier ou les hôtels dans une ville. Plus il y aura d'hôtels, plus ce sera bon signe. Pourquoi ? Parce que les hôtels ont fait des études approfondies pour savoir si ils devaient s'installer dans tel ou tel quartier. Et contrairement donc à ce qu'on pourrait croire, plus il y a d'hôtels, plus ça signifie qu'il y a un marché pour la location courte durée. Et donc vous, si ça vous intéresse, voilà, c'est intéressant de regarder ça. Moi, je le dis, je l'ai déjà dit depuis le début, comme Bordeaux est une grande ville, je suis sûr et certain qu'il y a un marché de toute façon pour les étudiants ou pour la location courte durée. Il n'y a pas de souci là-dessus. J'aime bien aussi regarder les hôpitaux. On oublie souvent en fait qu'il y a énormément de monde qui travaille dans les centres hospitaliers. Hein. Surtout dans les grandes villes, on est vite à 5-6 000 personnes qui travaillent tous les jours. Donc ça fait des locataires intéressants pour nous. Évidemment, dans les grandes villes, il va falloir regarder les transports en commun. Il peut être intéressant de s'éloigner un petit peu du centre-ville, tout en étant à côté du tram ou du métro. Je ne sais pas d'ailleurs ce qu'il y a comme transport en commun à Bordeaux, on peut regarder. Mais à mon avis, les transports en commun sont très importants dans les grandes villes. Moi, j'ai habité à Paris et c'est 85% des personnes qui se déplaçaient en transport en commun. C'est plutôt un tramway du coup. Ok, tramway de Bordeaux. Ok. Après, j'ai pas d'autre meilleur conseil de vous dire de passer du temps dans la ville, passer du temps dans chaque quartier qui potentiellement vous intéresse pour voilà, tout simplement apprendre par vous-même, voir par vous-même à quoi ressemble la ville de Bordeaux. On peut faire beaucoup d'études depuis son ordinateur, mais à un moment, pour voir le type de population, les nuisances sonores, les activités d'un quartier, il faut aller sur place. N'hésitez pas aussi à vous faire passer pour un futur locataire et poser des questions aux gens qui habitent dans ces quartiers. C'est vraiment le meilleur moyen pour avoir des réponses franches et sincères en 1 heure. En 1 heure, vous posez la question à 5-6 personnes. Je peux vous assurer que tout de suite, vous aurez une idée plus claire d'un quartier, de la vie d'un quartier. Ok, on va passer à la deuxième étape et l'estimation du loyer. Alors, pour réussir ce qu'on a envie de faire, c'est-à-dire emprunter sans apport la totalité à la banque et avoir du cash flow à la fin de tous les mois, il va falloir transformer l'usage d'un bien. Il n'y a pas de secret, il va falloir créer de la valeur, créer des mètres cash flow, louer à un prix plus élevé que le prix de location d'origine. Comment on fait tout ça? Alors ça peut être
par plusieurs moyens, donc plusieurs modes d'exploitation, comme la location courte durée, location saisonnière, on va louer à la nuit, ça va être donc louer plus cher à la nuit. Ça peut être de la colocation, où on va louer à la chambre, et du coup augmenter le loyer d'une maison ou d'un appartement. Ça peut être faire de la division, hein, diviser un grand appartement pour en faire 2 T2 par exemple. Et ça peut être aussi acheter au prix de gros, acheter un immeuble de rapport. Dans l'immeuble de rapport, vous avez une réduction automatique parce que vous achetez une grande surface. Vous achetez un immeuble avec 4-5 appartements. Donc tout de suite, vous avez 20-30% de remise, j'ai envie de dire, comparé à si vous deviez acheter ces 5 appartements les uns après les autres. Ça peut être aussi l'agrandissement, acheter un grand studio et créer une chambre supplémentaire pour en faire un T2 et pour pouvoir le louer au prix d'un T2. Voilà, c'est vraiment cette idée de transformation, augmentation des revenus qui va vous permettre d'atteindre un cash flow important et intéressant. Alors nous, j'ai envie de partir sur de la location saisonnière pour Bordeaux. On va voir ce que ça va donner. Une ville très attractive, hein, de toute façon. Il n'y a pas de souci là-dessus pour attirer des gens. Il y a le TGV. Enfin bref, un top 10 des villes de France. Il y a peu de questions à se poser pour vérifier le marché locatif. Donc je vais taper dans Airbnb. Alors Airbnb Bordeaux et je vais regarder le prix pratiqué à la nuit. Alors moi je vous conseille, important, de louer à la semaine. Voilà, louer une semaine minimum à la suite. Ça va vous éviter les multiples allers-retours pour donner les clés, faire le ménage, faire l'état des lieux. Voilà, en termes de logistique, voilà, on va gagner énormément de temps en louant 7 jours d'affilée. Alors, je vais prendre une simulation, par exemple en août. En août, voilà, je vais faire pour 2 adultes. Et on va chercher une location courte durée des petits espaces, un studio, maximum T2. On va voir un petit peu, mais on va se concentrer sur les studios. Hein. Donc type de logement, logement entier quand même, parce que moi j'ai envie de louer mon logement entier. Donc je cherche des annonces qui vont correspondre à ce que je vais faire. Alors, je fais un tri aussi par studio. CTRL F, rechercher studio, comme ça je vois les annonces de studio. Alors 34 € par nuit. Ce qui est bien aussi, c'est qu'on a l'emplacement. Hein, l'emplacement de la location. 34 € par nuit. Ok. Ici, 74 €. D'accord. Apparemment, il y avait donc une mezzanine. D'accord. Ok, celui-ci, 79 € par nuit. « 43 €. Alors celui-là, il est un petit peu plus loin. Il est tout en bas de la carte. Il est ici. Donc il est tout en bas de la carte. Ok. Lisez aussi les annonces. Hein. Vous allez apprendre énormément sur chaque quartier. C'est un bon moyen d'ailleurs pour connaître les quartiers. Vous prenez une annonce dans chaque quartier et vous regardez un petit peu les atouts de chaque quartier. Hein. Ici, on a 75 € la nuit. Ok, on a quand même différents tarifs. Là, 112 € la nuit. Alors là, c'est un petit peu plus loin, 51 € la nuit. 53 € la nuit, sinon. Alors j'ai l'impression quand même que quand on est dans l'hypercentre, on tourne autour des 70 €.
et un peu à l'extérieur, plutôt autour des 50 euros. C'est le moment de faire une conclusion et de donner un prix à chaque nuit qu'on va louer. Donc j'ai pas envie de prendre un prix trop élevé au risque d'avoir des mauvaises surprises si j'arrive pas à le louer à ce prix-là. Donc en sécurité, il faut partir sur un prix où on n'a pas de souci pour louer. Moi j'ai envie de partir sur un prix très raisonnable, 45 euros par nuit. Hein. Ça dépendra aussi de l'emplacement du bien qu'on va trouver, mais ouais, 45 euros, ça m'a l'air pas trop mal. Hein. Je pense pas louer moins cher en tout cas que 45 euros par nuit. Allez, on passe à l'étape numéro 3 et la sélection d'un bien à vendre. Donc nous, ce qu'on va rechercher, ça va être un studio à acheter dans la région dans la ville de Bordeaux, hein, tout simplement. J'ai pas de préférence pour le centre-ville ou pas. En général, moi, je le dis toujours, la bonne affaire se fait à l'achat. Donc, entre deux biens, s'il y a 100 000 euros d'écart, eh ben, il y en aura un qui sera trop cher et l'autre qui sera peut-être rentable. Donc, je vais plutôt m'orienter vers des biens pas trop chers. Donc, peut-être dans des quartiers qui sont beaucoup moins cotés que l'hypercentre-ville, mais pourtant, on peut très bien vivre ou passer 2-3 jours en vacances. Ce que j'aime bien à Bordeaux, enfin sur le site bien ici, c'est qu'on peut, on voit déjà les emplacements des biens à vendre. Ça c'est très rare. Et on peut aussi trier pour voir, enfin mettre un filtre pour voir les transports en commun. Et ça c'est toujours très important. Enfin, c'est important les transports en commun quand on veut faire ce type de location ou qu'on a envie d'être un petit peu à l'extérieur de la ville tout en ayant la possibilité de prendre les transports pour rejoindre le centre. On va donc faire un tri et on va rechercher les biens qui sont entre 17 mètres carrés et 23 mètres carrés, donc des studios. Des studios, on a quand même 44 biens. On va trier aussi par prix pour enlever les biens les plus chers. Donc je vais mettre max 140 000 euros. Puis on va regarder un petit peu les prix les moins chers que je peux voir. Parce que comme je le disais, la bonne affaire se fait à l'achat. Si vous avez le même bien dans le même quartier mais qu'il y a 10 000 euros de différence, visitez d'abord le bien affiché le moins cher. Hein. C'est comme ça qu'on trie aussi les annonces. Alors, c'est une résidence, dans une résidence All Suite Appart Hotel. Alors effectivement, quand on cherche des studios, j'ai remarqué dans les principales villes de France, on va tomber sur des résidences étudiantes, Next City, etc., Appart Hotel. Et en fait, c'est pas du tout le même type de location. On loue en fait un bail commercial à un exploitant, une société qui va ensuite gérer la location au jour le jour. Donc nous, c'est pas ce qu'on a envie de faire. Alors, un autre bien, résidence de tourisme. Là, c'est pareil. Celui-ci, tourisme aussi. Alors, les offres clés en main, comme celle-ci, en général, n'offrent pas une bonne rentabilité, n'offrent pas un cash flow. Ça se saurait s'il suffisait de signer en dessous d'un papier pour avoir un bien qui rapporte du cash flow tous les mois. C'est souvent... il faut se donner un peu de mal, un peu de travail pour avoir des biens rentables. Là aussi, c'est une résidence étudiante ou en tout cas pour faire de la location meublée. Alors, est-ce qu'on a d'autres biens? Celui-ci, par exemple.
ça m'a l'air pas trop mal. Enfin déjà, c'est pas une résidence étudiante. Ok. Il peut avoir un certain charme d'être sous les toits et on est extrêmement bien placé. C'est important aussi pour la location courte durée. Donc je vais noter 99 000 euros. Euh, 17 mètres carrés, c'est ça? 19 mètres carrés. Ok. Est-ce qu'on a d'autres biens? Celui-ci, 62 000 euros. Alors, dans une résidence pour étudiantes. Donc là, c'est pareil, c'est un bail commercial, ça ne nous intéresse pas. Pourquoi ça ne nous intéresse pas? Parce que nous, on ne va pas pouvoir augmenter les loyers, on ne va pas pouvoir en profiter comme on veut de cet appartement. Hein. On va l'acheter pour le déléguer à d'autres personnes qui, eux, vont maximiser les profits. Alors, ici, un autre bien, 83 000 euros, tiens. Résidence de tourisme, pareil. Et alors, un autre encore, on va chercher. D'accord. Ok, celui-ci m'a l'air très bien. On va noter le prix, 104 000 euros, 19 mètres carrés. Ok, après on a d'autres biens aussi, on va regarder, mais ils sont affichés quand même plus chers. Donc pourquoi acheter un bien plus cher quand on peut l'acheter 20 000 euros moins cher à côté? Là c'est de la location courte durée, hein, c'est pas pour nous. Donc il faut aussi ne pas avoir le coup de cœur qui peut nous faire acheter un bien trop cher. Ok, 126 000 euros, 18 mètres carrés. Ok, bon, on va regarder. Alors, on va faire un choix. On va prendre, pour moi, le bien le moins cher déjà proposé. Celui donc à 99 000 euros. En plus, il y a un certain charme. Il est au dernier étage. Ça donne un certain charme. Donc, on va prendre ce bien-là pour la suite de notre étude. N'hésitez pas aussi à demander les règlements de copropriété pour savoir s'il est possible de faire de la location courte durée. Certaines copropriétés interdisent ça dans leur immeuble. Pour le moment, nous, on ne peut pas le savoir. Il va falloir demander ces documents. Mais notre étude, on va la continuer parce qu'on aura au moins les chiffres en tête et on sera préparé aussi. On passe donc à la 4e étape. Calcul de rentabilité rapide. Donc, on rappelle le coût d'achat, 99 000 euros. Les frais de notaire vont être aux alentours de 8 à 9%, donc je vais mettre 8 500 euros. Le coût des travaux, là il va falloir faire passer 2 artisans pour obtenir 2 devis différents, histoire vraiment d'avoir une idée précise du montant des travaux. Parce que des travaux de 10 000 euros ou des travaux à 50 000 euros, c'est pas du tout la même chose au final. Donc nous, il va falloir le rénover quand même, il va falloir créer de la valeur, le faire voilà, attirer les gens. Surtout location courte durée, ça marche beaucoup avec la photo qui donne envie. On ne s'attend pas non plus à un standing d'hôtel, mais ça doit être un petit peu mieux qu'une location classique. Donc pour moi, il va falloir refaire la cuisine et refaire la salle de bain parce que j'ai pas de photos et je pense que ça doit être dans le même style. Plus peut-être repeindre quelques murs, ça va faire partie de la déco. Donc si on prend 4 000 euros pour la cuisine, 4 000 euros pour la salle de bain, on peut rajouter 2 000 euros
Ouais, on peut rajouter 2000 € de plus, voire même on peut partir sur un budget de 15 000 €. Je pense qu'on ne sera pas trop loin de la vérité, hein. Il peut avoir un peu d'électricité à faire, un petit peu de lumière, rajouter des prises, voilà, un peu d'électricité, voilà. Ok, donc ça nous donnerait un projet total de donc 115, 123 000, 122 500 € si je ne me trompe pas. 5, 3, voilà, ça doit être ça, 122 500 €, calcul de tête, mais ça doit être ça. Le prix de location, par contre, ça va être le prix de la nuit, 45 € la nuit. En plus, là, on est super bien placé, hein. Je pense que le prix de location peut être plus élevé. On fera dans les scénarios, dans l'étape 6, différents scénarios selon le prix de location. 45 €. Et on va multiplier par 30. On ne prend pas en compte tout de suite la vacance locative, hein, dans cette étude. Donc, alors, 45 fois 30, je prends quand même ma petite calculette. Ça fait quand même 1350 € de revenus bruts espérés. Alors bien sûr, c'est à majorer parce qu'on ne va pas louer notre appartement toutes les nuits, toute l'année. Mais c'est un bon point de départ. Et donc la règle des 1%, c'est quoi? C'est savoir si un mois de loyer brut correspond à 1% du montant total du projet. Avec 1350 €, on respecte la règle des 1%, vu qu'on pourrait avoir un projet jusqu'à 135 000 €. Donc là, c'est super bien. C'est rare d'avoir des projets qui respectent la règle des 1% tout de suite sans négociation. Après, il va falloir mettre des bémols parce que là, on est en location courte durée. On a quand même beaucoup plus de charges, par exemple les vacances locatives et aussi les frais d'agence. Donc, c'est à prendre entre guillemets, mais l'affaire semble plutôt intéressante quand même. On passe donc à l'étape numéro 5. Et calcul des mensualités du crédit. On reprend les chiffres, donc 122 500 €, le loyer de 1350 €, et on va appliquer un barème de 30% sur les revenus bruts pour avoir une estimation des revenus nets. Pourquoi? Parce que c'est ce que la banque va faire quand vous allez aller la voir pour obtenir un crédit. Ils savent que vous avez des charges d'exploitation comme la taxe foncière, charges de copropriété, assurance, des réparations dans votre logement, etc., etc. Donc ils enlèvent 30% automatiquement et nous on va faire pareil pour se mettre à leur niveau et pourquoi pas leur présenter aussi une étude directement avec les chiffres qu'ils attendent. C'est toujours une bonne impression de donner à quelqu'un des chiffres qu'il attend aussi, hein, qui lui parlent, parce qu'il utilise le même barème. Alors la marge des 30%, ça peut varier en fait entre différentes banques, hein. Certaines vont prendre 25%, donc c'est plutôt à l'avantage de l'investisseur, et d'autres banques 30%. Voilà. Vous pouvez leur poser la question aussi à votre banquier, hein. Ils vous répondront normalement. Donc si on enlève 30% à 1350 €, ça nous fait du 950 à peu près net, hein. Calcul de tête, estimation. Donc on va voir combien ça va nous coûter tous les mois si on emprunte 122 500 €. J'utilise la meilleure, pour moi la meilleure calculatrice pour calculer les mensualités du crédit, celle de meilleur taux. Très pratique, elle fait le travail, il n'y a rien à dire. Vous en trouverez d'autres. Voilà. Donc, je vous conseille toujours de prendre la durée la plus longue pour votre prêt. Très important, ça va vous permettre de baisser les mensualités du crédit et du coup d'augmenter votre cash flow. Hein, tous les mois, vous aurez moins à rembourser, donc tous les mois, vous aurez plus d'argent dans votre poche.
Donc on va prendre sur 20 ans. Le taux d'intérêt, il ne va pas falloir espérer, il ne faut pas espérer obtenir le meilleur taux. Pourquoi? Parce qu'on emprunte la totalité du projet, donc c'est plus risqué pour la banque. Et forcément, vous avez des malus, hein, on emprunte la totalité. Donc un taux de 1,9, ça me semble déjà pas mal pour notre prêt. Il ne faut pas se braquer sur le taux du prêt. Le plus important, c'est vraiment d'obtenir la totalité du financement. C'est vraiment ce qu'on recherche. Hein, ne vous braquez pas à 0,1, 0,2, même 0,3% prêt. C'est pas ça fondamentalement qui va faire la rentabilité d'un investissement. Mais par contre, si vous empruntez la totalité, c'est ça qui va faire que c'est un bon investissement. Pour le taux d'assurance, visez plutôt les 0,1. Là, vous pouvez le baisser. Au pire, vous faites appel à une assurance de crédit, une délégation d'assurance. Donc, vous allez voir un courtier qui va vous proposer en général une meilleure assurance que celle de votre banque. Ok, donc ça fait 624 € par mois de mensualité. Donc le calcul après est simple, c'est savoir si le loyer estimé net est supérieur aux mensualités. Avec 950 €, on est largement au-dessus des 624 € à rembourser tous les mois. On a même 300 €, un peu plus de 300 € en plus dans notre poche tous les mois. Donc là, c'est vraiment le type d'opération qu'on va rechercher quand on est un investisseur rentable. Cependant, on va mettre des gros guillemets parce que là, on a utilisé un barème de 30% pour avoir des revenus nets. On va plutôt voir en réalité, dans l'étape numéro 6, combien on va avoir en cash flow et en rentabilité. Même si c'est vrai, les chiffres sont intéressants là. Donc, surface du bien, on était sur du 19 mètres carrés. « 99 000 €, on n'a pas négocié non plus le prix d'achat pour le moment. Prix des travaux, on était parti sur 15 000 à faire confirmer par des artisans. Les frais de notaire, c'est calculé dans mon calculateur, mais vous pouvez aller sur le site desnotaires.fr pour avoir le montant exact. J'ai provisionné 500 € en frais de dossier bancaire pour la constitution du prêt immobilier. Essayez de le négocier à 0 € auprès de la banque, hein, ça serait toujours ça de gagner. Moi, au cas où, j'ai mis quand même 500 €. Alors, il va aussi falloir prendre en compte le coût du mobilier. Et oui, location courte durée, ça signifie meublé. L'objectif, c'est vraiment que le touriste arrive avec sa valise et s'installe avec sa valise, hein, juste sa valise. Donc, pour un studio, il ne va pas y avoir grand-chose. Hein. Lit, matelas, table de chevet, lampe, un bureau peut-être, une chaise, une cuisine, des chaises, voilà. Des ustensiles de cuisine, un peu d'électroménager. Mais honnêtement, pour 2000 €, normalement, on a le tout. Après, si vous voulez avoir une bonne déco, ce que je vous conseille, hein, c'est pas la décoration, c'est pas là où il faut rogner sur les prix. Hein. Justement parce que ça attirera les vacanciers. Donc peut-être 2500 € en tout avec la déco. Peut-être plus, hein, même s'il faut mettre 3500 €, mettez 1000 € en plus. Hein, c'est une petite goutte par rapport à la somme totale de l'investissement. On le voit, hein, c'est plus de 124 000 €. Donc si ça peut, c'est important la valeur perçue en fait. Hein, la valeur perçue est très importante. Alors, au niveau du prêt, on est sur un taux à 1,9 en estimation. Sinon, il n'y a rien qui change par rapport à l'étape d'avant. Ok, donc maintenant, fiscalité. Je dois rappeler un petit peu comment fonctionne la fiscalité dans l'immobilier. Ça dépend de votre tranche marginale d'imposition, le fameux TMI, qui est défini par vos revenus de salarié. Plus vous gagnez d'argent, plus vous montez de tranche d'imposition. Les plus connus sont 14, 30 et après 40%.
Prenons un exemple, si vous êtes à 30%, ça veut dire que chaque euro touché dans l'immobilier va être taxé à 30%. Mais il va aussi falloir rajouter les prélèvements sociaux de 17,2%. Donc en fait, chaque euro sera taxé à 47,2%. Quand je parle de chaque euro touché, c'est pas les euros dans votre poche, parce qu'avec les euros touchés, vous devez déjà rembourser le crédit, vous devez déjà payer les factures d'électricité, payer les charges d'exploitation, la taxe foncière, etc., etc. Donc vous avez compris que ça impacte énormément la rentabilité d'un bien et ça peut être une erreur que font les débutants, que de ne pas prendre ça en compte et de se retrouver dès la 2e ou 3e année avec plus d'impôts à payer que de revenus, forcément. Enfin, heureusement, avec la location meublée et le régime LMNP ou LMP, vous allez pouvoir bénéficier de l'amortissement du prix du bien. Donc 99 000 euros, vous allez pouvoir l'amortir sur 30 ans. Ça fait plus de 3 000 euros par an de déficit que vous allez vous constituer. Vous allez aussi pouvoir déduire les frais des travaux. Ça, c'est pareil en location nue, donc 15 000 euros. Vous allez pouvoir déduire les frais de notaire. Ça, c'est pas possible en location nue. Et les frais de dossier et les frais de mobilier. Ça signifie en fait que vous allez vous créer en fait une montagne de déficit et vous aurez vos revenus de l'autre côté et année après année vous allez rogner votre déficit pour payer des impôts au bout d'un moment. Cependant, avec 100 000 euros à amortir, avec 15 000 euros de travaux, 7 000 euros de frais de notaire, vous êtes tranquille pour au moins 5-6 ans en payant 0 euros d'impôt. Ça, c'est sûr et certain. Donc, pour moi, je vous conseille vraiment de vous renseigner sur de la location meublée. C'est le plus intéressant fiscalement quand on démarre dans l'immobilier. Après, vous avez des sociétés comme la SCI, mais ça, c'est pour un niveau un petit peu plus élevé d'investisseurs qui commencent à avoir plusieurs biens immobiliers. Donc je ne vais pas aller plus loin sur la partie fiscalité. J'espère que vous avez compris maintenant comment ça fonctionnait et à quoi faire attention. Alors on arrive à la partie recettes locatives. Donc on était sur un loyer de 1350 euros. Par contre, c'est ici qu'on va prendre en compte la vacance locative, le fait que votre appartement ne sera pas loué tous les jours de l'année. Voilà. Donc, moi, je vais prendre en compte qu'on arrive à louer 23 jours sur 30 notre appartement. D'accord ? Ça fait 23% de vacances locatives à l'année. Donc, automatiquement, il va enlever 23% du loyer dans mon calculateur. Certains peuvent prendre des estimations un petit peu moins pessimistes ou un petit peu plus pessimistes. Ça dépend aussi de l'étude. Et grâce au calculateur, c'est facile à voir la différence tout de suite. On pourra faire d'ailleurs une deuxième étude avec la vacance locative. Ok, en plus, je tourne cette vidéo en pleine période de confinement. On est début mai 2020 et là actuellement les locations courte durée sont à l'arrêt complet. Donc c'est vraiment très important de prendre une sécurité et prendre une vacance locative raisonnable. Même si vous louez un petit peu plus que cette vacance locative, il faut toujours être raisonnable dans les chiffres parce qu'on ne sait jamais ce qui peut arriver. La preuve avec le fameux virus. Alors, au niveau des charges déductibles, vous aurez des frais d'agence, ce qu'on appelle des frais de conciergerie aussi pour de la location courte durée. Moi, je vais vous conseiller de le faire gérer quand même, parce que c'est beaucoup de temps, que ce soit pour répondre aux messages sur les sites Booking ou Airbnb. On n'y pense pas, mais répondre aux messages de manière presque instantanée, ça demande beaucoup de temps et d'attention. Et après, ça va être le ménage, les états des lieux, donner les clés, même si on peut trouver des systèmes pour récupérer les clés de manière automatique.
c'est du temps de passer que vous n'allez pas passer à réinvestir dans d'autres biens immobiliers. Donc, il me semble que c'est 15% minimum. Renseignez-vous auprès des conciergeries à Bordeaux. C'est 15% minimum qui prennent sur les loyers bruts. Après, il faut rajouter les frais de la plateforme. Donc Airbnb, ils prennent 3%. Donc je suis à 18%. J'enlève les frais d'entrée-sortie. Il me semble qu'il n'y en a pas. Ça dépend des conciergeries. J'en connais qui n'en pratiquent pas. Ensuite, vous avez la taxe foncière et les charges de copropriété. Ça, elles dépendent vraiment d'un quartier à un autre et d'un immeuble à un autre. Il faut vraiment les demander aux propriétaires. Dans l'annonce, des fois, on indique ces charges. Sauf qu'ici, on n'a aucune autre information. Bon. Aucune autre information, donc il va falloir faire une estimation. Dans les villes, les charges sont encore plus élevées que dans des plus petites villes ou à la campagne. Donc, je ne serais pas surpris d'avoir 200 à 250 € de charges mensuelles pour cet appartement en charge de copropriété. À vous aussi de voir ce que comprennent les charges de copropriété. Ça ne prend pas en compte toujours la même chose. Il y en a qui vont prendre en compte l'eau, l'électricité, le chauffage et d'autres uniquement l'eau, par exemple. Il faut savoir aussi que des immeubles avec des espaces verts à entretenir vont coûter plus cher, parce qu'il va falloir s'occuper justement de ces espaces verts. Là, on est en pleine ville et je ne pense pas qu'il y ait d'espaces verts, mais pour d'autres biens, ça peut être intéressant à savoir. Donc, si je prends 200 € par mois en charge de copropriété, à la fin, ça nous fait 2400 €. La taxe foncière, je ne la connais pas, j'espère que c'est pas plus de 450. On a quand même un tout petit studio, voilà, 19 mètres carrés. En termes de réparation, vous aurez toujours des réparations, surtout avec de la location courte durée où le nombre de locataires va se multiplier. Tout le monde n'est pas aussi propre que vous et moi, malheureusement. Donc, je prends un demi-mois de loyer, à peu près. Donc 700 € à l'année. En termes d'assurance, pour un studio, je pense que pour 100 €, il n'y aura pas trop de problèmes pour vous faire assurer à ce prix-là. Ok. Donc, on a un premier retour sur investissement rendement brut et rendement net. On voit déjà qu'on perd 4,5 points entre le rendement brut et le rendement net, c'est-à-dire en prenant en compte les charges. Mais le plus important, ce n'est pas le rendement, c'est vraiment le cash flow. Savoir si vous avez de l'argent qui rentre dans votre poche ou si vous avez de l'argent qui sort de votre poche. Donc, le calcul du cash flow, malheureusement, il est négatif actuellement sur ce bien. On est à moins 60 €. Alors, c'est vrai que ça paraît peut-être pas grand-chose pour certains, mais ce qu'il faut voir, c'est que vous achetez une dette, en fait, tous les mois, vous devez mettre 60 € de votre poche. La banque va être moins enclin à vous prêter de l'argent vu que vous perdez de l'argent tous les mois. Et pour multiplier les investissements, ce n'est pas recommandé. On imagine que vous achetez 10 appartements comme celui-ci. Déjà, vous n'arriverez pas à en acheter 10 parce qu'on ne vous prêtera plus, vous perdez de l'argent tous les mois. Mais imaginons, vous serez à moins 600 € tous les mois. Vous comprenez vite qu'on ne peut pas multiplier en fait les opérations négatives. Même si vous avez des bons revenus, au bout d'un moment, on arrive à une limite et on atteint un plafond. Alors c'est pas très grave, on n'est pas si loin que ça quand même de l'autofinancement, on n'est qu'à 60 € et on va voir un petit peu comment on peut améliorer ces chiffres. Donc je vais enregistrer le scénario de base et premier élément, ça serait de négocier le prix d'achat. On est sur un bien 100 000 €. Si on arrive à faire baisser le prix de 10 000 €, on est à 89 000 €. Alors, il ne faut vraiment pas hésiter à négocier. Vous n'avez vraiment rien à perdre. Il y a des dizaines de biens
qui se vendent tous les jours sur Bordeaux. Si ce n'est pas celui-ci, ça sera un autre. Mais il faut vraiment acheter au prix qui vous convient et pas au prix que le vendeur souhaite. Vous devez respecter des calculs et une rentabilité, et ce sont les chiffres qui parlent, hein. Pour vous, en fait, c'est même assez simple. Si les chiffres disent que vous pouvez acheter, ben vous achetez, mais pas au prix trop élevé. Donc déjà, si on baisse de 10 000 euros, eh ben, on est à notre autofinancement, hein. On est à moins 6 euros, donc on n'est pas non plus à 15 euros près. Là, on est vraiment dans l'autofinancement. Alors bien sûr, dans cette situation, vous n'allez pas devenir rentier immobilier, mais vous avez quand même un patrimoine de 90 000 euros qui va venir s'ajouter. Tout ça en achetant avec 0 euros d'apport. Donc honnêtement, ça vous fait quand même 90 000 euros dans 20 ans en patrimoine. En combien de temps vous gagnez 90 000 euros si vous continuez à travailler en tant que salarié, hein, posez-vous la question. Voilà, c'est vite fait en général. Mais on peut aussi espérer avoir mieux, hein. Votre limite peut être par exemple 200 euros de cash flow minimum. C'est à vous de fixer votre limite. Ok. On pourrait aussi faire une partie des travaux par soi-même, hein. Si vous en sentez capable et si ça peut diminuer le prêt et le montant total du projet, pourquoi pas. Je vais m'arrêter là en termes de négociation. On pourrait faire d'autres estimations, mais bon, chacun après, vous pouvez télécharger déjà ce calculateur et vous pourrez refaire la même étude en changeant les chiffres, hein. Le deuxième moyen d'avoir de la rentabilité et du cash flow supplémentaire, c'est d'augmenter la durée du prêt pour avoir des mensualités plus petites et ainsi avoir un meilleur cash flow. Je vais vous montrer tout de suite. Donc, je vais comparer tous les scénarios à la fin, hein. Donc, je ne vous montrerai pas le détail de cet exemple. Donc, sur 22 ans, par exemple. Pour la suite, je vais remettre sur 20 ans. Alors, un autre moyen, c'est d'augmenter le prix de la nuit, tout simplement. Surtout que là, on est super bien placé. On est à côté du palais de justice. Pour moi, il n'y a pas mieux, hein. C'est les prix les plus chers que j'ai vus en location courte durée, c'était par ici. Donc, on était parti sur 45 euros la nuit. Et si on partait sur 55 euros, enfin, déjà 50 euros. 50 euros, ça nous fait 1500 euros. 1500 euros de revenus. Bien sûr, on appliquera un barème, enfin 23% de vacances locatives. 1500 euros. On peut enregistrer ce scénario. Alors, voilà. Loyer 50 euros. On peut faire une autre estimation avec un loyer à 55 euros. Parce qu'honnêtement, il y avait des chambres louées à 70 euros. Donc, je suis peut-être parti sur un prix de chambre trop bas. Mais en même temps, quand on part sur un prix de chambre trop bas, on n'a pas de mauvaise surprise, hein. Moi, je préfère travailler comme ça aussi. On va enregistrer le scénario. Loyer 55 euros par nuit. Pour ceux qui sont peut-être encore plus frileux que moi, ça serait d'augmenter la vacance locative. Si vous espérez, dans le meilleur des cas, louer en moyenne 20 nuits sur 30 ou 15 nuits sur 30 par exemple, hein. On peut aussi partir sur des estimations vraiment basses pour vous rassurer. On pourrait utiliser ce ratio-là. Bon, moi, je vais passer aux charges
Et j'ai envie de vous montrer comment ça impacte aussi le cash flow. Hein. Il suffirait par exemple de faire par vous-même la gestion. Alors même si je vous ai dit je ne suis pas pour, mais peut-être que les premiers mois ou la première année, ça vous permettrait aussi de vous rendre compte du travail que ça demande que de le faire par vous-même. Et ça vous permettrait aussi d'avoir du cash flow peut-être au début pour sécuriser un peu l'opération. Donc si je garde uniquement les frais de Airbnb, je vais faire un scénario comme ça et on va voir la différence. Ok, donc je vais comparer les scénarios entre eux. Et donc, j'ai différents scénarios qui s'affichent. Donc, le scénario de base, on voit qu'on était sans négociation aussi, hein, on était en négatif. D'accord ? Le scénario où on négocie 10 000 €, on atteint l'autofinancement. Ça, je vous avais montré. Si on prend un prêt sur 22 ans, donc on rajoute 2 ans supplémentaires, on a 37 € par mois. Alors, qu'est-ce qui vaut mieux ? Gagner 0 € pendant 20 ans, tous les mois, ou gagner 37 € tous les mois pendant 22 ans. Je pense que la deuxième solution est meilleure. Hein. Au quotidien, ça sera beaucoup plus simple de gérer. Alors, 37 €, c'est vrai que ça a l'air rien du tout, mais c'est pour le principe. Hein. J'espère que vous avez compris. Si je reprends un loyer, une durée sur 20 ans, mais là, j'augmente le loyer seulement de 5 € par nuit, je suis plus à l'autofinancement, là, je suis à plus 89 € par mois. Hein, c'est plus la même histoire. Et si j'augmente de 10 €, donc je suis à un loyer de 55 € par nuit, toujours en négociant 10 000 €, je suis à plus 183 €. On voit une augmentation, hein, de toute façon. Et un loyer à 55 € par nuit, mais sans agence, c'est 344 € de cash flow. Hein, là, c'est plus la même affaire. Vous achetez 3 appartements comme celui-ci, vous pouvez avoir 1 000 € de revenus supplémentaires. Bien sûr, c'est avec différents scénarios. Là, on n'a pas pris d'agence, on a fait une estimation pour les charges de copropriété à vérifier, la taxe foncière, mais c'est possible. On voit que le même bien, en fait, peut être exploité vraiment de manière différente si on arrive à négocier et si on arrive à le louer plus cher. Donc il ne faut pas lésiner sur quelques milliers d'euros de travaux si on peut louer juste 5 € plus cher par nuit. Vraiment. Sur une durée de 20 ans, c'est énorme la différence. Bon, je suis content parce que si vous êtes à Bordeaux ou dans la région, vous avez pu voir qu'il était possible de trouver des biens quand même au minimum autofinancés, mais même avec du cash flow. Il faudrait refaire cette étude avec une colocation par exemple ou un immeuble de rapport. Hein, ça serait intéressant de voir la différence. Vous pouvez toujours télécharger mon fichier Excel qui est dans la description de cette vidéo. Vous pouvez aussi vous abonner à ma chaîne YouTube pour en apprendre toujours plus sur l'investissement immobilier. Et il y a aussi dans la description de cette vidéo mon guide dans lequel je donne 7 astuces pour acheter en dessous du prix du marché et faire des milliers d'euros d'économies. C'est une des clés pour réussir ces investissements, c'est acheter en dessous du prix du marché, transformer l'usage d'un bien et créer des mètres carrés cash flow. Bon, sur cela, je vais vous souhaiter de très bons investissements à Bordeaux, mais aussi partout ailleurs en France. Et moi, je vous dis à la prochaine.